Bonjour à tous, c'est Sylvia Micone pour Impact Positif. Depuis le début du confinement et ensuite avec le déconfinement, petit changement, plus de face à face avec nos invités. Vous l'entendrez, les enregistrements auront lieu par téléphone. Le principe, lui, ne change pas. Au contraire, il s'amplifie durant cette période si particulière et prend tout son sens. Donner la parole à ceux qui contribuent à trouver des solutions et à les faire circuler pour réduire les inégalités, mieux vivre ensemble, mieux produire et consommer et surtout protéger le vivant, la planète. Ils sont entrepreneurs, scientifiques, étudiants, artistes ou simples citoyens. Je veux comprendre leur démarche, qu'est-ce qui les a fait bouger, quels sont leurs conseils, que veulent-ils transmettre. Car dans Impact Positif, nous pensons que tout le monde, à son échelle, peut faire bouger les lignes et ça commence évidemment avec vous. Merci infiniment de nous suivre pour cette deuxième saison. Je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent au centre de leur système cette vision positive, ce bien social, cette quête de sens, qui est de plus en plus demandée par les employés, par les consommateurs. Donc il faut bien définir que le bien social ne va pas à l'encontre de la performance économique. Et c'est ça qui est à mon avis un sujet essentiel à démontrer aujourd'hui, c'est que les deux vont main dans la main. Avant cette crise, j'avais cette idée de faire une masterclass avec Alexandre Mars. Il venait de publier Ose aux éditions Flammarion, une bible pour tous les entrepreneurs qui veulent se lancer et réussir. Le coronavirus est arrivé, les podcasts à distance aussi, et c'est finalement aujourd'hui que je l'interroge, aujourd'hui alors qu'il s'est aussi investi à sa façon dans cette crise et que son livre prend encore plus de sens. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le, notez-le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 2, épisode 14, Andiamo. Alexandre Mars, bonjour. Bonjour Sylvia. Ravi de te retrouver pour Impact Positif. Tu es le fondateur d'Epic, une start-up à but non lucratif qui récolte des dons pour financer des projets à impact dans le monde entier auprès des jeunes. On a eu l'occasion d'en parler ici dans le podcast. Tu es un homme d'affaires à succès, tu as monté plusieurs start-up florissantes et grâce à tes investissements, tu te consacres à Epic et à la promotion du don partout dans le monde. Aujourd'hui, tu as deux actualités dont j'aimerais parler avec toi, à la fois ton livre Ose, qui est paru il y a quelques semaines chez Flammarion, mais aussi une plateforme, Tous pour tous, que tu viens de lancer et qui centralise toutes les initiatives de solidarité qui ont été initiées pour combattre le coronavirus, celles des entreprises et celles des citoyens. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, comment s'est déroulé ton confinement ? Est-ce qu'il a changé quelque chose dans ta vie, dans ton travail ? Ça serait mentir de dire que ça n'a rien changé. Je pense que tout d'abord, il s'est bien passé mon confinement parce que dans mon premier cercle ou dans mon second cercle, personne n'a été touché par le Covid, ce qui était un point essentiel. Et puis en effet, ça a changé plein de choses. Comme tout le monde, comme toi, comme tout le monde, on a dû s'adapter à une nouvelle réalité. Le télétravail, c'est un bon exemple, quelque chose qui n'était pas forcément très utilisé et qui aujourd'hui était très utilisé. Ou même, j'ai dû mettre en pause certaines activités pour en privilégier d'autres. Et c'est le principe de l'entrepreneuriat, et tu le sais très bien, savoir pivoter. Et puis, pour moi, c'est ma troisième crise que je traverse, parce que j'ai connu celle de 2000, j'étais tout jeune, c'était ma première start-up, j'ai connu celle de 2008, et maintenant c'est celle de 2020. Alors, tu fais partie des entrepreneurs sociaux qui pensent que cette crise est une occasion pour beaucoup de prendre un virage, de se réinventer. Est-ce que tu crois tout d'abord qu'il y aura bien un monde d'après ? Est-ce que c'est la bonne expression selon toi, tout d'abord ? C'est une très bonne question. Je pense que tous les jours, c'est le monde d'après. Donc, maintenant, c'est comment on le construit. C'est sûr qu'il y aura forcément un avant et un après. C'est pas possible autrement. On verra, on se reparlera dans quelques mois, on verra si les gens ont oublié. Je pense que on n'a pas encore fait le bilan de la crise. On apprend aussi en marchant, mais je pense que cette crise a surtout souligné, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, que la solidarité, qui est très importante et dans ton podcast tu en parles suffisamment souvent, n'a jamais été aussi nécessaire et essentielle. Et ça, parfois j'ai trouvé que pendant cette crise, une sorte de sursaut, de réveil citoyen parfois, qui montre que chacun peut avoir un impact et que pour surmonter les défis que nous avons aujourd'hui, qui sont considérables, il va falloir que tous les acteurs, mais je dis bien tous les acteurs de la société soient solidaires. L'État évidemment, mais les associations, les individus et les entreprises. Tu parlais de la plateforme Tous pour tous, c'est aussi pour cette raison qu'on l'a développée. Mais il faut aussi dire que la solidarité, elle n'est pas née uniquement avec la crise du Covid, donc c'est pas ça qui a créé cette solidarité. Je pense que cette crise-là, profonde, forte, a forcément
des impacts et j'espère bien que oui, il y aura bien un monde d'après que nous allons pouvoir, nous, tous, et pas uniquement les États, définir, construire, imaginer. Tu as employé d'ailleurs un terme, hein, c'est le corona washing, c'est-à-dire afficher pour les entreprises de la solidarité, mais uniquement dans le but de faire des affaires. Est-ce que tu y crois, toi justement, qui rencontres beaucoup de grands patrons pour les inciter à plus donner, à plus partager? Et quel constat fais-tu? Ouais, en effet, cette crise a vu naître cette solidarité quasiment sans précédent venant des entreprises. Alors après, moi je pense que la question de ce corona washing que j'utilise comme terme peut être aussi un faux débat et qu'il ne faut pas toujours imaginer que l'entreprise ou les entreprises ne cherchent pas à avoir un impact positif. C'est vrai que très souvent, on met d'un côté les entreprises qui doivent faire du profit, puis d'autre chose, les gens qui vont faire le bien. Je pense que l'un et l'autre vont de mieux en mieux ensemble. Alors c'est vrai que potentiellement certaines entreprises pourraient mettre un peu plus en avant ce qu'elles ont fait pour gagner une meilleure réputation, mais je pense que rapidement ça se voit et je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent au centre de leur système cette vision positive, ce bien social, cette quête de sens qui est de plus en plus demandée par les employés, par les consommateurs. Donc il faut bien définir que le bien social ne va pas à l'encontre de la performance économique. Et c'est ça qui est, à mon avis, un sujet essentiel à démontrer aujourd'hui, c'est que les deux vont main dans la main. Et c'est vrai que dans la plateforme Tous pour tous, qui est la plateforme que nous avons créée justement et qui regroupe les initiatives solidaires menées par beaucoup d'entreprises face à cette crise économique et sanitaire, ça c'est intéressant parce que l'objectif est de partager à grande échelle en fait les initiatives que tous ces acteurs font et pour démontrer que c'est pas binaire, quoi. C'est pas tu fais du profit et tu fais mal les choses et de l'autre côté tu fais pas de profit, tu fais bien les choses. Tu peux avoir les deux qui vont assez bien ensemble. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Emery Jacquia, je ne sais pas si tu le connais. Bien sûr. C'est le PDG de la Camif qui a été notre invité il y a quelques semaines. Il disait ceci: demain, si une entreprise est capable de montrer son utilité pour la société, ce sera la condition pour faire du profit. Le levier de performance économique, il sera social et environnemental. On imagine que tu es d'accord avec ça. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui arrivent à dire regardez mes principes, regardez mes valeurs, regardez comment je les ai implémentées, et avec ça, j'ai un succès. De nouveau, le succès, il n'est pas forcément le succès qu'on imaginait peut-être il y a 5, 10 ou 20 ans, où c'est forcément le plus grand nombre de zéros dans les profits. Peut-être que le succès aujourd'hui peut être défini différemment. Et c'est ça qui est très intéressant, pas qu'avec cette crise, Sylvia, mais c'est d'une manière plus générale, les gens peuvent imaginer peut-être leur succès différemment. Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans les évolutions qu'on voit actuellement. Aujourd'hui, Alexandre, en tout cas, il y a ceux que la crise a cloués au sol pour un bon bout de temps. Il y a ceux qui peuvent pivoter. Et puis, il y aura aussi des opportunités nouvelles pour les entrepreneurs parce que les consommateurs ont aussi changé. Et ça, c'est peut-être aussi le point central de cette crise. Bien sûr. En fait, le consommateur, on va dire le citoyen, la plupart du temps, il imagine son rôle dans la société, qui est un rôle essentiel, comme un rôle de votant. Donc, une fois tous les 4, 5, 6, 7 ans, tout dépend des élections, on va voter et on va voir notre action citoyenne. Tu sais quoi, aujourd'hui, ton premier bulletin de vote, c'est ta carte bleue. Et ça, c'est un changement considérable. Pendant longtemps, on ne s'est pas forcément rendu compte de ça, parce qu'on pensait soit que toutes les entreprises étaient similaires, soit on n'imaginait pas que tous ensemble, on pouvait avoir des changements qui pouvaient être si systémiques. Et puis, tu as des entreprises qui l'ont démontré. Alors, tu connais évidemment C'est qui le patron terriblement bien. C'est qui le patron est une première des entreprises dans le monde à avoir démontré que tu pouvais avoir du succès en mettant en avant des valeurs qui sont partagées par le plus grand nombre d'entre nous. Et en faisant ça, ils ont pu être le numéro un sur tout un tas de segments de marché, l'industrie du lait, du beurre, du pizza. Enfin, ils font aujourd'hui tout un tas de produits. C'est une entreprise exceptionnelle avec un patron qui l'est également. Et ça montre à des milliers et des milliers de sociétaires qui travaillent d'ailleurs, qui sont associés à ce projet C'est qui le patron, que leur carte de crédit, leur achat, peut avoir un impact. Et je parle bien d'un achat de 99 cents d'euros pour une brique de lait, Sylvia. On ne parle pas d'acheter une maison. Et en ayant de plus en plus de gens qui vont aller dans ce sens-là, c'est un impact considérable. Donc oui, tu as parfaitement raison.
le consommateur a un impact aujourd'hui essentiel sur la direction que va prendre le monde demain, et que ce citoyen, c'est un consommateur, c'est un employé, et donc il va de plus en plus se dire ça je veux ou je veux pas. Alors ce qui est important, c'est bien de préciser le type de produit qu'il peut acheter, parce qu'en effet, il faut que le produit soit de même qualité qu'un autre et pas plus cher qu'un autre. Donc si c'est qui le patron vendait son lait 2 fois plus cher, ça n'aurait pas fonctionné. Le fait qu'ils vendent ça quasiment au même prix, ça fonctionne, parce que si tu as le choix entre 2 produits, tu prendras forcément le produit que tu sais qui a le plus d'impact positif. Donc, et ça, c'est une évolution, c'est une révolution. Une révolution et qui met aussi en avant des opportunités incroyables pour les entrepreneurs. Oui, on sait que tu as une fascination pour C'est qui le patron, et d'ailleurs tu relates dans ton livre l'aventure entrepreneuriale de Nicolas Chaban, tout son témoignage. Toi, de ton côté, tu as donc lancé la plateforme Tous pour tous. Elle recense les initiatives des entreprises, à la fois pour inspirer d'autres entreprises, mais aussi pour interpeller les citoyens. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette plateforme, et surtout comment fais-tu pour qu'elle devienne un véritable outil post-Covid et pas simplement un catalogue? Bien sûr, tu as parfaitement raison. L'objectif, c'est de partager à grande échelle des initiatives pour qu'un maximum d'acteurs puissent s'en inspirer. Notre objectif, c'est pas d'être moralisateur. Notre objectif, c'est de pas dire c'est pas bien. L'objectif, c'est de montrer justement ce qui est bien. C'est de multiplier les initiatives et permettre que justement d'engager le plus de gens possible. Et c'est ça qui est assez intéressant. D'ailleurs, si tu vas sur la plateforme Tous pour tous, aujourd'hui, tu as des initiatives qui viennent des 4 coins de la France, ce qui est très important aussi pour nous, et ça aussi c'est quelque chose que tu partages avec nous, dans un monde qui est terriblement centralisé comme la France, qui pose d'énormes problèmes. Ce qui est intéressant, c'est de démontrer que le bien se fait ou peut se faire partout. Ce qui est intéressant aussi de démontrer, c'est que la petite TPE va aussi faire quelque chose d'aussi incroyable que la grande multinationale. Et ça aussi, ce qui est important, c'est de montrer que cette solidarité, elle est protéiforme. Et quand on a ces boulangeries à Marseille qui s'appellent Pain et Partage, qui, malgré une perte de 90% de ceux qui nous disaient de leur activité, ont assuré au quotidien la fourniture de pain bio auprès de 13 000 personnes en situation de précarité, c'est important de mettre ça en avant. Et je suis persuadé que quand l'activité revient, ils auront leurs employés, les clients, leur premier cercle sera d'autant plus fier d'aller acheter le pain ou d'avoir des gens qui travaillent pour ces boulangeries. Et donc mais ça va aussi le géant de l'agroalimentaire Kellogg's, qui va, lui, s'engager à offrir aux bénéficiaires la possibilité de faire leurs courses pour un coût moins cher. Et en fait, tu te rends compte que l'objectif, c'est au centre aussi, c'est l'implication citoyenne. Et c'est un peu ça qui fait la différence avec Tous pour tous. C'est qu'il nous paraissait essentiel, pour répondre à ta question, Sylvia, que ce soit pas un catalogue, que ce soit pas un annuaire des entreprises qui font le bien. Et j'aurais été ravi de le faire. Mais ce qui nous a paru essentiel et indispensable, c'est d'impliquer justement les citoyens, toi, moi, et tous les gens qui veulent dire on est tous des citoyens, hein, quel que soit notre nombre de zéros dans le compte en banque. Hein. On est tous des gens qui espèrent ou qui espérons que le monde de demain sera un peu moins clivant. Et en faisant ça, on a un rôle. Et la différence, elle est là. Donc notre objectif aussi, c'est d'avoir une vraie transparence pour que les gens et les consommateurs puissent croire et voir que les entreprises qui sont sur la plateforme font vraiment un bon travail. Donc, on s'est associé avec l'atelier consommateurs et citoyens, justement, pour répondre à certains potentiels sceptiques qui diraient bon, je crois pas que Clarins fait ça ou que cette entreprise fasse ça. Et nous, notre objectif, c'est que on peut justement évaluer et vraiment avoir les consommateurs qui puissent constater, certifier que ces initiatives soient réelles. Oui. Nous, on croit que ce monde ne doit faire qu'un. C'est qu'il y a plus d'un côté l'État, de l'autre côté l'entreprise, derrière le citoyen. Je pense que les citoyens doivent être au centre, vraiment au centre, parce que le citoyen, il fait tout. Le citoyen, il consomme, le citoyen, il travaille, le citoyen, il vote. Et c'est vrai que moi, je crois beaucoup à la capacité que le citoyen sache tracer sa route correctement. Alors, je parlais de tes 2 actualités dans l'intro. Tu as publié le livre Ose il y a quelques semaines. C'est le livre que tu aurais rêvé d'avoir entre les mains quand tu as démarré. Il s'agit de tous les conseils que tu donnes aux personnes qui veulent créer leur entreprise. Il y a 21 chapitres qui sont autant de conseils que tu donnes. Est-ce que, à la lumière de cette crise, tu rajouterais volontiers quelque chose, un chapitre ?
Je pense pas. Je pense que justement, et je l'ai vu après ou pendant la crise, des gens qui me contactaient, qui l'avaient lu ou qui le lisaient ou qui essayaient de l'avoir parce qu'il y avait pas mal de tous les librairies étaient fermées, donc ils arrivaient à le trouver en ligne en occasion. Et non, je pense que justement, ce livre est tellement adapté et parce que une crise forcément va apparaître des opportunités. Soit la crise va faire ou a fait comprendre à beaucoup de gens que ce qu'ils faisaient n'était pas forcément ce qu'ils voulaient faire et que, tu sais, ce que j'explique dans le livre, hein, le premier risque, c'est de pas en prendre. La première risque potentiel, c'est que tu te retrouves à un âge où tu dises « j'aurais dû ». Il n'y a rien de pire que le « j'aurais dû ». Et je pense que l'entrepreneuriat, et n'oublions pas, la France est devenue le premier pays d'entrepreneurs en Europe aujourd'hui avec des centaines et centaines de milliers de Français qui chaque année se lancent et qui se disent « je veux le faire ». Et je pense que c'est ça ce bouquin, ce livre est fait pour ça, pour répondre à tous ces gens qui disent bah moi j'aimerais bien me lancer mais je suis pas entrepreneur dans l'âme, donc comment faire? Et c'est ce que tu disais très justement. Il y a 21 chapitres où justement je vais essayer d'apporter des réponses qui sont les miennes, mais aussi des réponses de 30 autres entrepreneurs que je suis allé interviewer, et pas que de la tech de San Francisco, hein. Ça va être vraiment de pas mal de pays du monde, beaucoup en France évidemment. Alors ça, tu parlais de Nicolas Chavannes, mais c'était aussi Eric Kaiser, des boulangeries Kaiser, à plein de gens différents, en leur disant mais toi, comment t'as fait? Est-ce que tu t'es associé? Sur quel business model t'es parti? Comment t'as fait pour choisir des investisseurs ou pour leur plaire? Donc plein de questions qui paraissent assez évidentes après l'avoir lu le bouquin, mais c'est vrai qu'il faut que tu passes par ça et donc non. Et puis comme je te disais, une crise amène des opportunités. Les opportunités aujourd'hui, elles sont là, aussi bien sur la manière dont demain tu vas consommer, tu vas travailler, tu vas aller au travail ou plus aller au travail, que tu vas rester en province pour travailler. Enfin, c'est exceptionnel le nombre d'opportunités que cette crise va amener pour les entrepreneurs. Effectivement, ton livre est vraiment riche de témoignages, hein. Tu es allé interroger plein de monde. Moi, j'ai retenu plusieurs choses, et notamment celle-ci. Écouter les signaux faibles. Tu dis même que seuls les entrepreneurs paranoïaques survivent. Il faut savoir les repérer avant tout, ces signaux faibles. Et quel conseil donnerais-tu à cet égard? Et passer du temps avec les gens. Enfin, moi, je ne crois pas du tout. Je crois pas être toi, le rat de laboratoire, je n'y crois pas. Je pense que c'est très important pour trouver le vaccin du Covid, oui. Mais pour lancer une entreprise, il faut être dehors. Il faut écouter, il faut parler, il faut comprendre le besoin. Tu peux pas juste définir un produit en disant ça va fonctionner. Il faut d'abord partir du produit, du besoin et le développer par rapport à ça. Et parfois, c'est même prendre des risques. Parfois, il se dire, je pense qu'il est là, je suppute qu'il est là, je me lance. Et donc, c'est vraiment l'étude de marché, c'est vraiment savoir comment. Et quand j'ai lancé Epic, j'ai pas lancé Epic. Moi, je savais que je voulais passer le reste de ma vie à combattre, à aider les gens qui avaient peu de chance ou pas de chance à la naissance. Mais je suis pas juste parti en disant, j'y vais, quoi. J'ai commencé en passant des mois et des mois et des mois à interviewer les gens, à interroger les gens, à leur poser des questions, à essayer de comprendre l'écosystème, avant de me lancer en disant maintenant je sais ce que je dois faire. Donc la première chose à faire pour n'importe quel entrepreneur, c'est écouter, c'est être une éponge, c'est écouter ce que les autres veulent ou peuvent vouloir. Alors, on sait que tu rencontres beaucoup d'étudiants, tu vas beaucoup dans les écoles. Comment ça se passe au niveau de l'échec en France? Est-ce qu'on en a toujours autant peur? Tu disais notamment, il n'y a pas de raison que les Français s'en sortent moins bien que les Américains. On sait que les Américains, l'échec pour eux, c'est pas un problème. Est-ce que ça s'améliore en France? Ça s'améliore fortement. Je pense que c'est vrai que un des problèmes du manque d'engouement pour l'entrepreneuriat, c'est d'imaginer déjà la défaite. Et c'est vrai qu'il est mal prise en Europe, pas qu'en France. Et de plus en plus, on arrive à dire c'est parfois d'ailleurs c'est les prémices du succès, un échec. C'est le départ de quelque chose de meilleur. Et c'est vrai que souvent, quand tu te plantes une fois, tu te planteras normalement 2 fois. Donc c'est logique de pouvoir avoir un échec. C'est pas honteux et c'est souvent une trajectoire nécessaire pour le succès. Alors Alexandre, tu t'es déjà donné à l'interview Déclic lorsque tu es venu pour la première fois. Alors on va plutôt faire une interview monde d'après avec toi et c'est parti. S'il y avait une chose à retenir de cette crise, ce serait quoi? Tu commences par une question compliquée.
Ça dépend sur quel point de vue, on va dire. Moi, sur le point de vue personnel, qui est clé évidemment pour moi, je pense que j'aurais jamais pensé pouvoir passer autant de temps avec les gens que j'aime, c'est-à-dire avec ma famille. Donc ça, c'est très important. En particulier, j'ai un petit de 18 mois et que voilà, de pouvoir le coucher pour sa sieste et le soir tous les soirs pendant 3 mois a été exceptionnel. D'un point de vue professionnel, ça a été encore plus être à l'écoute, parce que quand tu n'as pas les gens en face de toi et quand tu les as en Zoom ou en Skype ou autre, il faut être encore plus à l'écoute. Ça va te paraître logique. D'un point de vue sociétal, et c'est certainement ça qui nous intéresse dans ton podcast, de plus en plus de gens ont vu que la solidarité, c'est un levier indispensable à la survie de notre société. Et ça, c'est quelque chose qu'on explique au quotidien depuis des années. Et je pense que de plus en plus de gens ont remarqué ça. Donc pour moi, il y a un vrai sursaut, il y a un vrai réveil, à mon avis. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, un vrai réveil citoyen, pragmatique mais optimiste. Alors, ton livre s'appelle Ose. Est-ce qu'on peut autant oser aujourd'hui qu'hier ? Tu m'as posé la question il y a 2 semaines ou 3 ou 4 semaines, je te dirais pas forcément. Plus les semaines passent, plus on voit qu'on s'éloigne d'une crise sanitaire, en tout cas. Alors, on se dit qu'on est en train de rentrer dans une crise économique et qu'on est en plein dedans. Mais comme je te disais précédemment, les opportunités existent. Et donc, je pense que oui. Et je pense qu'il faut oser surtout, parce que ça sera compliqué pour un certain nombre de personnes. C'est vrai qu'en France, on est pas mal aidé, en tout cas soutenu par ce qui était par le passé le chômage partiel, et encore aujourd'hui dans certaines industries. Mais aujourd'hui, on est poussé quand même à se lancer. Et donc oui, je pense qu'il faut surtout oser. Il faut pas oser dans la précipitation. Il faut pas oser sans savoir exactement où on va. Il faut quand même avoir une bonne vision de là où on va, mais il faut oser. Et que dis-tu à celles et ceux qui veulent changer de vie, ou du moins la réorienter après ce confinement, qui t'écoutent, mais qui ne savent pas comment s'y prendre ? Je dirais, lisez, achetez le bouquin, trouvez-le quelque part, lisez, ose. Et après les 250 pages, tu sauras comment faire. Merci beaucoup Alexandre, je renvoie donc à ta plateforme Tous pour tous, et tu es également présent sur les réseaux sociaux avec Epic et tes propres podcasts. Merci beaucoup et bonne route à toi. Merci Sylvia, merci encore une fois. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Michael Cailly pour le mixage, à David Führer pour la prise de son, à Julien Laurent pour la production. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous noter et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram impactpositif.podcast ou sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel ou encore sur le mien @Sylvia Amicone pour toutes les infos. À très vite pour un nouvel épisode.